Merci de nous suivre en direct et dans notre émission Étoile féminine. À l'occasion de ce jour, le 17 janvier, nous rappelle la commémoration de Patrice Lumumba. Je vous dis de nous donner une minute pour commémorer notre émérite Patrice Lumumba qui est mort le 17 janvier 1961. Une minute de silence, s'il vous plaît. Une très grande dame qui est dans la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, Madame Neema Kie, avec laquelle nous allons avoir une discussion très intéressante autour d'un sujet, la beauté d'une femme africaine. Elle était trop pour la cause de la femme et surtout en Nord Kivu. Je vous dis à très bientôt. Bonjour Madame Neema. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Merci en tout cas d'avoir répondu présent dans notre émission Étoile féminine. Aujourd'hui, nous sommes heureuses de vous accueillir. Merci. Je suis aussi fière d'être appelée à participer dans l'émission qui éclate la femme africaine en fait. Merci. Merci en tout cas. Madame Neema, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous en quelques mots? Bon, déjà, comme tu viens, je suis communément appelée Nelly Kier, mais comme tu viens de le dire, je suis Neema de nom authentique. Je suis Katung Kier Neema et mère de 6 enfants biologiques et au moins de 33 orphelins. Et donc, juriste de formation, défenseur et militante de droits humains, particulièrement de la bonne gouvernance et de la paix et sécurité dans notre pays. Ok, vous avez de multitudes de tâches, c'est impressionnant. Ça c'est vrai. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? Ok, je ne sais pas par où commencer, mais peut-être je dirais que tout mon parcours professionnel est centré sur la lutte pour les droits humains, particulièrement les questions de femmes et des enfants sont des questions qui m'intéressent à fond. Il y a aussi et particulièrement la question de la bonne gouvernance, la question de paix et sécurité, parce que pour moi c'est assez important et donc j'ai servi mon pays d'abord et je les sers comme défenseur judiciaire, comme cette personne qui peut défendre les causes des personnes qui en ont besoin sur le plan judiciaire. Et sur le plan de droit, je reste au pied comme humanitaire des personnes qui en ont besoin à travers... je sers mon pays à travers quelques structures locales ou communément appelées des ASBEL dans le pays. Voilà un peu. Ok, et ça fait combien de temps que vous luttez pour ces causes? Bon, disons que j'ai commencé la lutte pour les droits humains, particulièrement en 2000, dans les pays ici, à partir de 2003. Pour la cause de la femme et des enfants? Oui, oui. Okay. Oui. Depuis 2003, là j'étais déjà en GA1 et j'ai commencé à lutter pour la cause de la femme, la cause, donc lutter contre ces injustices sociales. Je me rappelle, j'étais en GA1 et nous avions un professeur d'université dont je ne savais pas qu'il avait participé, qu'il faisait partie des personnes qui avaient écrit notre code de la famille. Et moi, je me suis mis à critiquer l'un des articles qui s'y retrouvait. Je me rappelle, ce monsieur-là, c'est papa. J'oublie le nom d'ailleurs, je crois que c'est Kalambay, professeur Kalambay. Il a dit, ben ma fille, tu n'es pas normale. Et voilà pourquoi tu viens, tu n'es même pas tressée, tu n'es pas habillée ici. Tu penses que tu es un homme, va dehors. Je ne comprenais pas et j'ai posé la question, ben pourquoi professeur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que je ne savais pas ce qui venait à moi, mais j'avais vraiment cette sensibilité à voir lorsque il y a certaines faiblesses qui sont peut-être au niveau de nos lois,
lorsqu'on, tu sais, en droit, on analyse les lois, on apprend le droit. Donc, les lois font partie de la matière première que nous traitons là-bas, si je peux le dire ainsi. Et du coup, moi, chaque fois qu'on apprenait, pour moi, c'était vraiment une opportunité d'analyse et j'avais déjà, c'était regardant pour dire que ben là, ça ne va pas, là, ça va, ah, ici, tant mieux, là, on doit améliorer comme ça. Et donc, je l'ai commencé comme ça en étant toute jeune. Et à l'époque, aujourd'hui, on peut parler peut-être de la 22-50 qui encourage la participation des jeunes. Donc, vous avez la chance. À notre époque, étant qu'une petite fille, étant jeune, c'était pas normal d'être dans les grandes assises. Donc, du coup, j'étais là derrière. Dieu m'a fait grâce de connaître un peu d'anglais. Donc, j'étais là en train de dire aux mamans, voilà, vous savez, je dois être à côté de vous parce que peut-être, on ne sait jamais, on pouvait avoir des visiteurs qui peuvent parler anglais, puis je vais interpréter. Vous êtes imposé, quoi? Oui, on s'est imposé à cette époque-là, mais c'était pas facile. On avait aussi, ça créait en nous vraiment cet esprit d'humilité parce que dans plusieurs assises, on te demandait d'être une observatrice. Donc, tu es là, dans les grandes assises, dans les grandes décisions qui se prenaient de forums et tout, de femmes, de jeunes du pays et tout. Tu étais là, j'étais là, sans le droit à la parole et tout. Mais comme je voulais participer, j'étais attentive, j'ai noté. Et pendant les heures de pause, j'appelais toutes ces personnes qui ont droit de parole, de prendre parole et je leur donnais la matière. Vraiment, moi, quand vous avez dit ceci, je pense qu'il fallait faire ceci, il fallait dire plutôt ceci. Donc, du coup, j'intervenais, j'influençais sans pour autant savoir que aujourd'hui, on peut parler de plaidoyer, de lobbying et tout, où on te dit tu influences les décideurs, même dans le couloir et tout. Je les faisais sans savoir vraiment que je suis en train de les faire. Je ne savais pas que ça avait des termes scientifiques, professionnels. Mais pour la cause des femmes, pour la cause de la paix, je me rappelle, il y avait, avant que la Marche mondiale fasse une grande campagne au niveau de Bukavu, ils en ont fait ici. Il y avait les femmes qui sont venues de partout au monde ici à Goma. J'étais là et j'ai fait de mon mien pour participer à travers les autres femmes qui étaient là. En 2002. 2002. Oui, en 2002, fin 2002, 2003 là-bas. J'ai participé sans le droit à la parole, sans le droit à tout, mais pendant les heures de pause, j'étais là à outiller ces femmes, à leur dire, voilà, vous devez dire ceci, vous allez faire cela. Je me fais passer pour une interprète qui ne sera même pas payée. Après, il y avait des termes techniques qui me compliquaient parce que je venais fraîchement, c'est vrai, je venais fraîchement du Kenya, mais après, j'avais pas assez français. Bon, je dirais, j'avais l'anglais courant, mais pas vraiment cet anglais-là axé sur les droits des femmes. Il y avait des termes plus ou moins juridiques et tout que je ne comprenais pas. Donc, c'était un grand défi pour moi, avec des nouveaux concepts et tout, mais je m'ébattais. Et là, j'étais entre l'anglais que je ne connais pas bien, le français que je ne connais plus très bien, mais je m'ébattais quand même pour que je puisse être acceptée et contribuer avec des idées qui vont aider à la promotion de la paix. Parce que ces femmes sont venues parce qu'il y avait un problème de paix en RDC. Et particulièrement les situations que les femmes traversaient dans cette crise de guerre qui avait assez duré. Et voilà. C'est impressionnant tous ces challenges. Yeah. Alors, depuis 2010 jusqu'à ces jours, avez-vous l'impression d'avoir atteint votre objectif? Pas du tout. Je ne suis pas encore satisfaite. La liste continue. Elle continue et elle ne fait que changer de forme en fait. Parce que c'est vrai, à partir de là, j'ai servi mon pays à travers des associations. Je me l'appelle en étant à l'université. On s'est battu pour des causes de l'insécurité. On ne voulait pas de tueries, on ne voulait pas ces rebelles qui étaient partout. On ne voulait pas de toutes ces irrégularités que moi je qualifie d'injustice sociale. Mais je me suis retrouvée dans une association, à l'époque on appelait Perestroïka. C'était un peu comme une association, mais en même temps comme un mouvement, Perestroïka. Et on travaillait pour la cause du pays. On était là en train de faire de marches, de manifestations et tout. J'avais 19 ans, mais je me disais, voilà, je dois être là pour mon pays. Je dois le faire pour mon pays. Donc, mais après, c'est assez difficile pour moi de comprendre comment est-ce que la situation ne change pas. Et si j'ai pris la décision d'aller en politique, c'est parce que je me suis dit, je crois que j'ai assez servi mon pays en tant que civile. En tant que la personne qui peut influencer à partir de l'extérieur, est-ce que je peux faire quelque chose pour influencer à partir de l'intérieur, maintenant tous ces systèmes et tout ce que nous traversons comme difficulté?
Ok. Donc, vous vous êtes dit, c'est mieux que vous puissiez être dans la politique, ça sera mieux pour lutter pour votre cause. Oui, je me suis Et dit qu'en politique, en fait, le pays est géré par des politiques, oui, soit à travers les nominations, soit à travers vous les avez changé élections. les stratégies. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas retrouvé ces grands boinas parce que le pays nous appartient à nous tous. Il ne faut pas les laisser Effectivement. seulement à une catégorie de personnes à gérer. Nous aussi, on doit contribuer et donner à notre pays tout ce qui est réservé, tout ce que Dieu a réservé en nous en faveur de ces peuples. Et ça a été facile pour entrer dans la politique. Ah, ma Quels sont chère. les défis, surtout en tant que femme, vous voulez dire, pour votre droit de la femme? Ça a été un coup dur, j'imagine. Et c'est depuis Oui. quelle année que vous exercez dans la politique, que vous avez pris cette initiative d'entamer la politique? Bon, je suis fraîchement en politique. Hein. Je suis toute fraîche parce que c'est en juillet que j'ai pris la décision d'intégrer la politique. Et comme il y avait le processus Juillet électoral, 2023. le processus électoral était en cours, je me suis dit, voilà, l'une des voies démocratiques d'intégrer la gestion de la chose publique. Donc, bon, ça n'a pas été facile, comme tu l'as dit, pas parce qu'il y a eu un blocage au niveau de la communauté, non, 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 non. Et d'ailleurs, peut-être je peux en profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui vont suivre et qui m'ont accompagné dans le processus électoral. J'ai été acceptée par la communauté et j'ai été massivement votée par la communauté. Vraiment, c'est quelque chose d'encourageant pour moi parce que je me dis, c'est qu'ils croient aussi en moi, ils croient à la chose qui est à moi et cette soif de contribuer et être parmi ces personnes qui doivent changer les choses. Mais le grand défi que j'ai eu à traverser, c'était au début d'abord faire le choix d'un parti politique. Tu sais, quand tu es à l'extérieur, tu as toutes ces valeurs que tu prônes, tu as toutes ces choses que tu reproches, les personnes que tu observes. Après, tu dois vraiment faire partie de ces personnes. Donc, tu dois choisir un parti politique pendant que tu as peut-être plus de 10 ans que tu critiques les partis politiques et tu vois comme toutes les faiblesses qui sont dans les partis politiques. Et en tant que chrétienne, je vous assure, mes frères et sœurs que vous êtes en train de me suivre, j'ai eu même à gêner, j'ai eu à prier et tout pour faire le choix d'un parti politique. Ça a été un grand challenge que je n'ai même pas eu à faire pour choisir mon partenaire, mon mari que j'ai aujourd'hui. J'ai eu du mal à choisir un parti politique, mixer les valeurs et tout ce que tu observes et tout. J'avais du mal, c'était le premier défi. L'autre défi, c'est que dans le processus politique, si je peux le dire, il y a ces caractères-là ethniques, communautaires qui causent problème. Et à un certain niveau, moi, moi, je suis Nandé, des tribus, mais je n'ai pas grandi au village de mes parents. Donc, j'ai grandi dans une ville comme Goma qui n'a personne, Goma appartient à personne. Et donc, tout le monde est là, il y a le mixage de tout. Donc, j'ai loupé quelque chose dans l'éducation, de ce que ma communauté attendait de moi, ou, par exemple parler bien kinande et tout. J'ai loupé aussi une partie, peut-être c'est une faiblesse pour certains, mais c'est une force pour d'autres personnes, pour les peuples ou la communauté congolaise. Parce que souvent, moi, quand je parle de la communauté, je parle de la communauté congolaise. Je ne parle jamais d'un seul tribu. Et donc, là, vous parlez de la culture et de la langue. Non, 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 c'est pas vraiment l'aspect culture et langue, mais l'aspect intérêt communautaire. Parce que je parle donc, non, là, c'est vrai que les Landais sont solidaires et tout, mais après, il y avait, comment je vais dire ça, en termes d'attente, certaines personnes qui peuvent vouloir que tu sois focus sur l'intérêt d'un seul tribu, ou d'autres personnes qui pensent que parce que tu es Nandé, tu auras seulement un focus sur l'intérêt des Nandés. Et moi, non, je suis éparpillée parce que pour moi, la communauté, c'est une communauté congolaise. Étant aussi fille d'un pasteur, donc je pense que ça m'a aidé à avoir une éducation dont nous sommes tous les enfants d'une même famille. Et pour moi, la famille, c'est la famille de Goma, c'est la famille congolaise, c'est la famille de toutes ces personnes qui habitent le Nord Kivu et tout. Donc, dans l'intégration politique, il y a eu cet aspect-là qui m'a rattrapée où même partout où tu t'es retrouvé, il y avait des personnes qui voulaient t'identifier par rapport... Une discrimination, quoi. Voilà. Soit discrimination, soit acceptation, mais centrée sur ton appartenance.
Et certaines personnes qui allaient même jusqu'à dire, ben toi, tu vois, tu es marié à une personne qui n'est pas de ta tribu, et donc là, c'est déjà, pour nous, c'est une faiblesse et tout. Et tu étais comme, wow, ok. Et toi, d'ailleurs, tu es de quelle tribu? Tu vois que pour moi, c'était pas... Je n'ai pas grandi en fait avec ça. Je n'ai pas grandi avec ces groupuscules axés sur les communautés tribales, mais plutôt les groupuscules axés sur les problèmes que nous traversons ensemble et comment est-ce que nous allons concilier nos efforts pour combattre cela. Mais aussi le processus électoral m'a aussi rapproché de ma communauté. Ça m'a aidé à me rapprocher de ma communauté, mais aussi de voir les biens, cet aspect-là, dignité, comme tu viens de le dire. Cet aspect-là de solidarité et d'accompagnement. Donc, il y avait du méli-mélo en termes de sentiments que j'ai ressentis à moi dans ces processus électoraux. Mais les grands défis que nous avons eu à traverser, c'est parce que vraiment, aujourd'hui, on peut parler du processus électoral, mais ça a été une première. Vraiment, l'expérience que nous venons de traverser, j'ai voté, j'étais déjà majeure en 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avons vécu, certaines personnes sont en train de se dire, ben, comment maman Nelly, elle est très très forte. Moi, j'ai dit aux gens, ben, j'ai pleuré la nuit du 20 au 21. Lorsque j'ai vu tout ce qui s'est passé dans le processus électoral, je crois que c'était une partie déjà du résultat que j'avais eu. Parce que tout ce qui s'est passé en termes d'irrégularité, on peut bien se voiler les faces, mais ça montrait déjà que les résultats des urnes ne seront pas les résultats de la volonté du peuple. Et pour moi, c'était comme un grand défi. Donc, les grands défis que j'ai traversés en tant que femme, je ne vais pas dire que j'ai traversé les défis en tant que femme. Les femmes ou les hommes pensent que les femmes ne votent pas femmes. Je ne vais pas dire que les femmes ne m'ont pas voté. Je ne vais pas dire que les hommes ne m'ont pas voté. J'ai été votée et par les hommes et par les femmes, mais j'ai fait face à un défi qui est l'appartenance à une famille politique. Ça veut dire que j'ai compris que dans la maturité de la population congolaise est encore centrée sur quelle famille politique appartient cette personne et non ce que cette personne peut nous amener, les compétences que cette personne peut avoir. Et puis, ça te donne beaucoup d'énergie pour les convaincre et finalement, tu parviens à les convaincre. Mais après, au deuxième degré, il y a maintenant les personnes qui vont se charger à manipuler les résultats, se charger à manipuler tous les processus électoraux, si je peux le dire ainsi, qui sont aussi centrés sur les appartenances des familles politiques. Vous allez remarquer malheureusement qu'aujourd'hui, il y a eu élection. Mais il y a les gens qui sont en train de faire des manifestations, soi-disant qu'on leur a donné peu de sièges. Donc, c'est comme si c'est une nomination dans les élections. Donc, et ça, c'est un grand défi parce qu'en fait, si aujourd'hui je ne siège pas, c'est pas que je ne siège pas parce que la population n'a pas été d'accord avec moi. C'est pas que je ne siège pas parce que je suis une femme et que la population de Goma pense que ce sont les femmes qui doivent siéger, mais parce qu'il y a tous ces enjeux électoraux centrés sur les familles politiques, entre autres, qui ont influencé. Donc, c'est un grand défi que traversent, je crois, mes pères femmes et ça étouffe un peu leur positionnement politique. Tout à fait, c'est un grand défi et la lutte continue. Parlons de la culture. Elle ne fait que continuer. Elle ne fait que continuer. Parlons de la culture, comme vous l'avez mentionné, les Nandés. Selon vous, c'est quoi la beauté d'une femme africaine? Comment définissez-vous une femme africaine? Bon, moi, je vais commencer d'abord par définir ou dire qu'est-ce que j'ai comme perception de la peau noire. Voilà, la peau noire. La peau noire, c'est une peau, comme je l'ai toujours dit, Black is beautiful. Non seulement beautiful, mais une peau la mieux adaptée en fait de la planète Terre. C'est une peau qui s'adapte au froid, qui s'adapte au soleil, qui s'adapte à tous les climats. En fait, je crois que les premiers habitants du monde étaient noirs. Parce que si vous voyez comment est-ce que nous ne fournissons pas assez d'efforts pour protéger cette peau. Et comment est-ce que les autres, là, nos frères... les Européens aux peaux blanches, là, comment ils en souffrent. Des fois, j'ai même peur. J'ai pitié pour eux. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle contribution leur donner. Tu es au soleil, ça chauffe, la peau se brille et tout. Vraiment, je ne suis pas en train de me moquer d'eux, mais pour moi, la peau noire, c'est une peau vraiment adaptée à la planète Terre. Et donc, lorsqu'on parle de la peau d'une femme africaine,
je vois déjà cette façon naturelle d'être belle, d'être jolie. Donc, nous, on n'a pas besoin, on n'a pas assez de défauts, en fait, à corriger. Je crois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'imiter négativement ou à l'aveuglette. Oui, surtout la dépigmentation. Voilà, ils sont en train d'imiter aveuglément. En utilisant certains produits qui vont protéger une peau qui se protège à lui-même. Donc, moi, en elle-même, parce que c'est une peau, moi, je pense que la femme, pas seulement congolaise, mais la femme africaine, c'est une femme qui est naturellement belle. Vous êtes là, vous n'avez rien mis comme maquillage et tout, mais vous êtes jolie. Merci. Vous êtes jolie, vous êtes sur les écrans, vous êtes jolie. Et il y a un papa, un mentor à moi sur les plans que j'ai rencontré dans la vie une fois. Il m'a dit, parce que j'avais l'habitude aussi de ne pas me maquiller, il m'a dit, un jour il me voit, j'avais essayé de mettre un peu de maquillage, il m'a dit, ben ma fille, toi aussi tu viens de tomber dans la sous-estimation de soi. Je lui ai dit, ben pourquoi? Il dit, ben quand tu te maquilles, le maquillage normalement est fait pour corriger les défauts. Est-ce que tu ne t'apprécies pas lorsque tu te regardes dans le miroir? Là, vous voulez dire que les personnes qui se maquillent ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Bon, ils corrigent les défauts. Certains défauts. Même quand tu te maquilles, tu regardes, est-ce qu'ici ça va? Tu améliores et tout. Ça veut dire que tu cherches certains défauts que tu aimerais cacher. Pour moi, en fait, c'est la raison pour laquelle je ne me maquille pas. Oui, ça c'est personnel. C'est personnel. Et donc, pour moi, je me dis que peut-être ils sont en train de corriger certains défauts. Mais est-ce qu'on a vraiment ces défauts-là? Mais est-ce que le monde nous a montré qu'on a ces défauts? Nos pères qui ont la peau blanche, ils ont peut-être certains défauts innés en fait de leur peau qu'ils essayent de corriger. Tout ce qu'ils mettent sur leur peau pour protéger, pour faire face au soleil et tout et tout. C'est pas vraiment parce qu'ils veulent avoir ces choses-là qu'ils mettent sur eux, mais vraiment ils veulent protéger leur peau. C'est pour une bonne cause qu'ils les font. Mais après, tu vas voir la femme aussi africaine qui essaie d'imiter cela, mais nous, on est naturellement belle. D'ailleurs, moi, pour évaluer si tu es jolie ou belle, moi, je me dis toujours, bon, même si tu es brune, hein, je commence par m'imaginer cette figure-là. Si tu étais noire, à quoi tu vas ressembler? Si je trouve que tu es jolie, même quand tu es noire, je me dis, ben, elle est jolie. Cette personne ou même le monsieur, il est beau parce qu'en fait, quand tu es noir et que tu es jolie, ça veut dire que tu es l'extrême de la jolibilité qui peut exister. Donc, et puis la femme africaine, elle n'est pas seulement jolie parce qu'elle est, de par sa figure, elle est aussi jolie parce que tu vas voir la taille. La taille que nous avons généralement, ce sont des tailles bien faites. Volumineuses. Volumineuse, tu es jolie. Grosse, je crois que ça dépend des cultures. Quelle culture avec la taille? Par exemple, comme chez les Kenyans, il y a d'autres cultures où on s'est dit que si tu es une femme, si tu n'es pas volumineuse, là tu n'es pas très jolie. Et d'autres, si tu es mince, là tu es jolie. Les choses d'être mince et être jolie, on a imité de l'Europe, je crois. Ok. On a imité de l'Europe. Mais la femme mince, moi je me rappelle, quand j'étais toute jeune, je pesais 45 kilos. 45 kilos. Quand j'avais 53 kilos, c'est que là vraiment, donc tout le monde me dit, ah tu as gagné du poids, hein, ça va maintenant et tout, tu vois. Mais après, il y a des personnes qui m'appréciaient comme ça, en commençant par mon fiancé à l'époque, aujourd'hui mon mari. J'avais 45 kilos. Lui-même, quand j'avais 53 kilos, me disait, waouh, finalement. Mais il m'appréciait comme ça. Ça veut dire, et si tu vois des personnes avec qui on a étudié et tout, ils te disent, ben, elle était jolie quand elle était mince. Et même comme ça, il y a des personnes, la jolibilité aussi, elle est relative, tu vois. Mais après, il y a même ces personnes qui sont grosses, qui se détestent, mais qui sont appréciées comme ça par d'autres personnes. Parce que, en fait, nous, la taille déjà, notre taille, non. C'est rare qu'il y ait des femmes africaines vitalo renversées. Je ne sais pas si tu connais les vitalo renversées. Vitalo renversées, comme on dit. C'est rare. Mais après, on a été bien fait de l'extérieur et même de l'intérieur. Peut-être tu vas appeler ça valeur ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, ça reste la beauté de la femme africaine. C'est cette façon-là pour elle d'aimer et de s'accepter à donner vie, quelle que soit la déformation qui va suivre.
on a moins de femmes, les femmes africaines sont moins à aller comment on appelle ça, chirurgie esthétique, oui, pour corriger ceci, cela, parce qu'on est bien fait et on s'accepte, on sait que même quand on a donné vie et ça nous a amené certaines faiblesses, ça fait même partie de notre beauté. Quand tu vois la façon dont ton corps a été déformé parce que tu donnais vie, tu cherchais à donner vie à une autre personne, tu t'es dit voilà, ça c'est un souvenir pour moi parce que j'ai donné vie, parce que j'ai contribué à augmenter au nombre de personnes, comme Dieu nous a dit, partez et remplissez la terre. Donc moi je pense que même cette beauté de la femme se résume aussi à la façon dont on aime protéger cette vie humaine. Pour la femme africaine, elle protège la nudité de ses pères. Donc si elle retrouve une autre femme presque à nudité, menacée et tout, elle va faire tout son moyen possible. Elle risque même d'enlever les seules pannes qu'elle avait et donner à cette autre femme pour protéger la vie, la dignité. Donc cette solidarité, mais cette dignité humaine, c'est quelque chose d'important pour la femme et ça fait partie de sa beauté. Socialisme. Bon, tu peux appeler ça socialisme, mais cet aspect-là des protections entre nous, des valorisations. Donc nous sommes une pièce rare dont tu t'habilles en pagne, ça va. Tu t'habilles en pantalon, ça va. Tu t'habilles en robe, ça va. Tu t'habilles, je ne sais pas, en jupe et tout, ça va. Passe partout, quoi. Passe partout. Et lorsque tu trouves une femme qui vient peut-être par accident ou menacée et tout, qui vient de perdre une partie de ses habillements, tu cherches à la couvrir, pas parce que tu n'es pas assez civilisé, mais parce que pour toi, la beauté de la femme africaine, c'est aussi résumé dans l'habillement, dans la dignité, dans certaines parties intimes qui doivent être suffisamment couvertes et protégées. Les valeurs intérieures. Voilà. Donc, c'est ça un peu. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct dans notre émission Étoile féminine autour d'un sujet très intéressant intitulé « La beauté d'une femme africaine ». Madame Nema, que pensez-vous de la dépigmentation de la peau pour toutes ces femmes qui veulent éclaircir leur peau, en disant que lorsqu'elles sont claires, c'est là qu'ils seront remarquables dans la société? Encouragez-vous ces genres d'idées? Bon, tu sais, lorsqu'on parle d'être remarquable, moi je me dis, c'est question de manque d'estime de soi. Ils n'ont pas confiance en elles, quoi. Voilà. Ça veut dire, lorsque tu es même en maternelle et que tu ne te fais pas remarquer par tes pères, tu peux être moche, mais tu te fais remarquer, tu déranges tout le monde et tout le monde remarque ton absence. Ah, aujourd'hui, elle n'est pas venue. Ah, aujourd'hui, il n'est pas venu. Donc, ça veut dire que lorsqu'on cherche à se faire remarquer, on ne devrait pas. La femme africaine ne devrait pas lutter pour se faire remarquer pour ce qu'elle a, pour ce qu'elle représente à l'extérieur, mais pour ce qu'elle représente à l'intérieur. On a vraiment des valeurs en nous qui fait même notre beauté et c'est la façon dont on est au pied, c'est ça que tu as appelé l'aspect social, on est au pied des personnes qui ont besoin de nous, on est au pied on est à côté de nos enfants en train de prendre soin d'eux, on est à côté de toute la communauté autour de nous. Si tu vas voir, tu fais des analyses, les œuvres sociales dans les églises, dans les hôpitaux et je ne sais pas où, dans les quartiers, ils sont plus couverts par les femmes. Et ça fait notre beauté, en fait. La beauté de quelqu'un est résumée aussi dans les compétences et les potentialités de cette personne à être au service des autres, à être au service du bien-être communautaire. Donc, cette femme qui milite pour rester belle, jolie et maîtriser son foyer, quels que soient les défis, c'est cette femme-là dont la communauté a besoin. Raison pour laquelle tu vas voir qu'en Afrique, avant d'épouser une femme, le mari ou l'homme, il te dit, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Que faisaient ses parents? Que faisait sa maman? Et là, on analyse la beauté intérieure. Parce que c'est la beauté intérieure qui va au-delà. C'est ce qui te fait remarquer que la beauté extérieure. Moi, je ne vais pas m'appeler une femme jolie. Il y a des femmes qui peuvent passer, je me dis en tout cas, et Dieu créa. Mais après, ce que tu fais, ce que j'ai fait, ça attire l'attention des gens vers moi. Et ce que j'ai fait, ce n'est pas parce que je me suis habillée, j'ai laissé une partie de mon corps
en étant exposées. Et là, je ne suis pas en train de condamner certaines personnes qui peuvent porter des habits un peu courts et tout, parce que j'en faisais aussi partie et j'en fais partie. Ça dépend aussi, il y a certaines personnes qui peuvent vouloir avoir de l'air partout. Et voilà. Donc, elles n'ont pas besoin de s'éclaircir la peau pour être jolies, elles sont jolies naturellement. On est joli naturellement. Ce qu'on a besoin de renforcer pour être remarquable, c'est de renforcer notre comportement, c'est de renforcer notre capacité et notre potentialité à être au centre des réponses du bien-être de la communauté autour de nous. C'est seulement comme ça qu'on va remarquer que tu existes. Ben, qui savait que Nelly qui existait dans cette ville de Goma? C'est à travers ce que j'ai fait que les personnes remarquent que voilà, il y a une dame comme ça et tout. Donc, moi, je décourage sensiblement ces femmes qui veulent améliorer leur peau pour se faire remarquer parce qu'elles prennent des risques. Il y a la question des cancers de peau qui peuvent surgir et tout et tout. Et pourtant, même les hommes à côté de nous, ils n'ont pas besoin de tout ça. Les hommes, ils ont vraiment besoin de voir cette beauté intérieure de la femme. Et rassurez-vous, on est belle. Chères femmes, rassurez-vous qu'on a été créées d'une façon extraordinaire. Dieu nous a créés d'une façon extraordinaire par rapport à toutes les autres personnes qui se retrouvent sur cette planète. Merci en tout cas pour cette belle discussion au sujet de la beauté d'une femme africaine. J'espère que plusieurs femmes vont arrêter avec la dépigmentation de leur peau pour qu'on puisse les accepter dans la société. Merci téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro, surtout d'Étoile Féminine. Merci. Merci beaucoup, madame. Oh, merci beaucoup.